Est-ce que tu as déjà eu la possibilité d'épargner ou pas un mec? Et où tu t'es dit, tiens, ça, question psychologique qui doit être difficile. Ouais. On parle de PTSD après, mais... Non, mais en fait, je pense que... alors, de manière informelle, on le fait tout le temps. Parce que quand on est confronté à des soldats adverses, à des adversaires, des ennemis, en fait, on discrimine tout de suite quand on est face à eux. Est-ce que je dois tirer? Est-ce que je dois pas tirer? Est-ce que je dois faire un tir de semonce? En fonction des règles d'engagement, qu'est-ce que je peux faire? Donc en fait, on épargne régulièrement des gars. Dès qu'on fait un prisonnier, en fait, on épargne un mec. Donc en fait, ça nous arrive tout le temps. Et après, de manière un peu plus formelle, ça m'est arrivé une fois d'avoir un cas un peu particulier. C'était un engagement au Sahel et on s'est fait prendre à partie par un petit groupe de djihadistes, mais qui était très virulent. Et donc on a eu beaucoup de mal à réduire la menace. Ça nous a pris beaucoup de temps. Ça m'a beaucoup surpris. J'avais l'habitude d'opérations où on survolait le terrain, les hélicos appuyés, les bombes arrivées, machin. Un combat plutôt Là, facile. pas du tout. Là, ouais, un combat un peu facile. Là, on se fait figer, on est même obligé de reculer face à l'adversaire, etc. Donc moi, c'est des trucs... Enfin voilà, moi, c'était vraiment une claque et une expérience. Reculer face à des djihadistes, c'est un truc que... on m'avait pas appris, en fait. C'est désagréable. Ouais, c'est très agréable, c'est très humiliant. Ouais. Et donc les combats reprennent et on arrive à finalement coiffer ce groupe, sauf que il y a les hélicos qui nous disent il reste une tache de chaleur au bout de cette zone, cette espèce de zone d'arbustes. Il y a une tache de chaleur. Il faut que vous alliez vérifier. Une tache de chaleur, c'est quand les hélicos observent et ils ont des optroniques, des caméras thermiques notamment, qui permettent de voir en gros les bonhommes. Là, c'est en plein jour, donc... Ils peuvent voir en plein jour les caméras thermiques? Alors, même si c'est au Sahel et qu'il fait chaud partout? Eh bien, justement, c'était la problématique. Ils ont du mal à discerner parfois les points chauds et les humains, puisque s'il fait 40 degrés dehors... Le sable est chaud. Distinguer un corps qui est à 37,5, ça devient très subtil. Donc, quand il y a une variation comme ça aussi faible, les capteurs ont du mal à distinguer. C'est pour ça qu'ils parlent de tâches de chaleur et à vérifier, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune certitude. Donc nous, on se dit, bon, on a vu des gars manœuvrer, et en fait, on les a coiffés les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on a conquis le terrain où ils étaient, en les neutralisant à chaque fois. Et là, on nous dit qu'il y a un dernier bonhomme. Et en fait, il y avait, moi, le souvenir très marquant que j'ai, c'est la tension qui régnait entre nous. Il y avait une tension qui était colossale, parce qu'on s'était fait prendre à partie, parfois à très courte portée. On avait tué des gars, on en a fait d'autres prisonniers. Et on nous disait qu'on commençait à se dire, OK, peut-être que là, c'est fini. Et non, il nous reste un dernier gars. Et donc là, on a commencé à faire des tirs de semonce, mais vraiment très près, sur tous les buissons, tout ce qui bougeait. Et je me souviens, il y a un gars qui a failli me tirer dessus. Enfin, c'est tombé à mes pieds, un de mes propres gars. Et, oui. et je me souviens très bien de m'être dit, là, il y a un truc, parce que ce gars-là était un gars qui était particulièrement fiable, qui avait du sang-froid. Et quand j'ai vu qu'il a tiré juste devant moi sur un buisson, parce qu'il a cru voir quelque chose, je me suis dit, OK, là, il y a une tension... Moi, j'ai prouvé une tension, et j'ai réalisé qu'en fait, tout le groupe avait cette même tension. C'était le chef? Moi, j'étais le chef, ouais. Et donc, on arrive sur ce dernier objectif, et là, on tombe sur un gars, et on lui monte dessus très très vite, parce qu'on a une dernière zone à franchir où il n'y a pas de couvert pour nous. Donc, on est obligé de s'exposer. Donc, on s'expose une dernière fois, on fait un bond. Donc, c'est un saut une dizaine de mètres. Et on arrive sur ce gars qui a sa mitrailleuse sur lui, avec la bande, ah oui, c'est les trucs les lourds, étuis, une PKM, on appelle ça, c'est une vieille arme russe, mais qui fonctionne très bien, avec des étuis partout. L'arme chaude, enfin, qui avait fonctionné, Ouais, donc le gars nous avait tiré dessus clairement, quoi, et on lui tombe dessus. Donc on tire tout de suite, enfin, on déclenche des premiers tirs parce qu'on le voit avec l'arme et on a peur qu'il réplique tout de suite. Il se retourne. Qu'il se tourne vers nous. Donc on coiffe le truc, et moi, ma seule obsession, c'était de me dire pourquoi est-ce qu'il s'est mis isolé de son groupe comme ça. Je me suis dit, il a une charge sur lui, c'est sûr. Ah. Et j'étais obsédé par cette idée. Et je savais que j'avais deux gars devant moi. Explosive, un gilet. Exactement. J'avais deux gars devant moi. Je me suis dit, ils vont le prendre en compte tout de suite. Moi, j'arrive. Mon obsession, je veux savoir s'il a une charge sur lui. Et donc, je plonge tout de suite mes mains sur lui. Tiens, je mets mon arme, je jette mon arme de côté. Je plonge sur lui pour savoir tout de suite s'il a. Tu touches le torse, tout de suite. Je le palpe tout de suite, en fait. Mais il est vivant encore? Il est vivant. En fait, on vient de faire le tour du buisson. On tire en même temps parce que, en fait, on voit qu'il est à l'intérieur. Moi, je jette mon flingue de côté et je me précipite sur lui. Mais il lève pas les mains pour dire. En fait, il commence à lever les mains, mais en nous voyant arriver. Donc on parle de centièmes de seconde. Quoi. Tout se passe très très vite. Et je me souviens très bien. Je le palpe et j'ai un soulagement quand je sens tout son estomac mou, tout est mou. Et là, je me dis, OK, c'est bon, il a rien sur lui. Et je me souviens très bien
que c'était assez compliqué parce que je ressors mes mains et je vois qu'il y a du sang, j'ai du sang sur les mains. Et là, je me dis, mince, parce que tout de suite, je comprends que on a un gars qui est blessé, c'est un ennemi, et que, a priori, la situation n'est pas encore stabilisée, donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que tu peux même pas l'emmener, c'est compliqué. Tout est compliqué là, toutes les décisions sont compliquées. Et donc là, je commence à dire au gars, bon, j'évalue un petit peu la situation autant que je peux, et je me dis, bon, il y a peu de chance dans ce qui restait de terrain, qu'il y a encore de l'ennemi. Les capteurs nous ont dit qu'il y avait plus grand monde a priori, et donc on se dit, bon, je dis au gars, bah écoutez, le gars, on voit qu'il est sous le choc, il est un peu pâle, il a pris 2 balles aussi, bon, ça aide, et du coup, je leur ai dit de le techniquer. Donc, c'est-à-dire de commencer à faire les premiers gestes. Et en fait, quand j'avais palpé, j'avais senti que c'était du sang qui venait de la zone pelvienne. Donc, c'est la zone du bassin, qui est une zone qui est assez irriguée, et surtout, il y a des artères. Et je me suis dit, bon, l'artère a été touchée, je leur dis de techniquer de toute manière, je pense qu'il y en a pour 1 minute, quoi. Ah oui? Moi, dans 1 minute, il est mort, je pense. Et donc, je suis un peu résigné, mais à la fois, j'ai pas envie que les gars ils le gardent en joue comme ça, à attendre 1 minute. Je dis, bon, bah, allez-y, il y en a un qui fait quelque chose quand même, et puis on va voir pour la suite. Et là, on commence à le techniquer, et en fait, l'infirmier arrive, le médecin arrive, et chose incroyable, ils arrivent à le stabiliser. Alors que pour moi, il était... Parce qu'en plus, la zone pelvienne, c'est une zone très compliquée, parce que c'est une zone donc il y a des passages d'artères, donc il y a un risque hémorragique assez fort. Si les hanches sont cassées, le gars n'est pas transportable. Donc, il est transportable qu'à l'horizontale, pire truc qui soit. Ouais. Et surtout, on ne peut pas mettre de garrot sur les hanches. Ouais. Parce qu'une blessure à la jambe ou sur un bras, on peut mettre un garrot. Donc on peut arrêter, donc c'est-à-dire coincer, empêcher le sang de s'écouler. Le flux du sang avec un truc qui serre fort. Qui serre en haut du segment. Donc en haut de la cuisse, en haut de l'épaule. Et la problématique avec les hanches, c'est qu'on ne peut pas mettre ça en œuvre. Donc on a des ceintures pelviennes qui sont censées comprimer la zone, mais ça marche pas très bien et la technologie n'est pas très développée. Donc on se dit, bon, je me dis il va mourir, très bien, c'est comme ça. Et je commence à penser à la suite. Et là, le médecin, l'infirmier arrive, il se précipite dessus et ils arrivent à le stabiliser. Et là, je me dis, mince, les mecs, ils ont réussi à le stabiliser. Et en fait, c'est une question qui est difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent vous avez fait le bon choix de le sauver, ce gars-là. Parce qu'en fait, ce gars-là, on l'a sauvé finalement. On a fait venir un hélicoptère, on l'a sauvé, on l'a fait prisonnier. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Parce que quand on médicalise un gars comme ça, nous, on est sur le terrain dans des zones très éloignées de la civilisation de manière générale. On est dans le désert, on est dans des zones vraiment perdues. Et donc, quand on a du matériel, le matériel, il est compté. Donc, en fait, le médecin, par exemple, et l'infirmier, ils ont un nombre de lots, comme dans les jeux vidéo, on a un nombre de croix rouges selon ce qu'on porte dans le sac. Oui, c'est par exemple des tourniquets, des trucs des tourniquets, exactement, faire des garrots, des perfusions, et même de la chimie. Ils ont ils peuvent faire un certain nombre de blessés. Donc ça veut dire que quand ils vont prendre un blessé qui est un blessé lourd, parce qu'un gars qui a une hémorragie, bon, l'autre plaie n'était pas hémorragique, mais c'est quand même une plaie qui est lourde, parce que le gars, ça va prendre du temps, etc., et du matériel. Ben en fait, ce que je vais employer sur ce gars-là, si ça se trouve, dans 1 heure, on a un nouvel engagement, et là, c'est un de mes gars qui sera touché. Et si ça se trouve, le médecin, il dira, bah là, j'ai plus assez, pourquoi techniquer mon gars? Et là, ça, par contre, je pense que je ne me laisserai jamais pardonner. Ah, donc c'est des choix qui sont toujours... Et donc ça, c'est un choix qui est... En fait, c'est un choix qui est cornélien. Ouais, c'est ça. C'est de se dire, en fait, je soigne ce gars-là, et je sais que la poche de solution qui va le sauver, de soluter, enfin, la perfusion qu'on va lui mettre, ça se trouve, c'est celle qu'un de mes gars aurait besoin dans 1 heure. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est pour ça que c'est difficile de dire c'est le bon choix. Ouais, moi, j'étais content de mon choix sur l'instant, mais à la fois, j'étais travaillé parce que je me disais, est-ce qu'il faut le faire Et tes gars en pensent quoi? Vous en discutez? On en discute, et puis, en fait, c'est assez divergent parce qu'il y a des gens qui disent, en fait, on aurait dû laisser le gars le faire prisonnier et lui apporter des soins plus tard. Quand tout était vraiment beaucoup plus stabilisé que ça ne l'était là, parce que là c'était stabilisé mais on n'était pas complètement sûr, et d'autres qui ont dit oui, on a fait la bonne action. Et donc ça c'était assez particulier parce qu'on a tous notre vision finalement, on parlait de nos comportements sur le terrain, etc. Et en fait on a tous notre vision, sauf qu'il y a un moment, en tant que chef, on est obligé de décider. On doit prendre une décision en fait.